Eh salut mes petits canards, on reprend les tutos. Alors là on est dans des immeubles que je donne en location. Donc celui-là c'est un immeuble qui a été fait en 2015, 12 logements, ça va jusque là-haut. Et celui-là il a été fait derrière moi là en 2019. Voilà. Et donc on arrive à un stade où celui de 2015, soit 7 ans, eh bien, on commence à avoir des soucis avec les bâtis supports Geberit, les WC suspendus Geberit. Ça nous donne l'occasion de faire un tuto et aussi de vous donner un peu une idée de la durée de vie des chasses d'eau et des remplissages automatiques. Donc, on va voir comment ça marche les Geberit. Bientôt, on fera un tuto sur les bâtis supports Grohe. Eh Vincent, on va faire un tuto aujourd'hui. Abonnez-vous. Il commence à stresser. Je vais mettre au montage. Bonjour. Emeline, on va faire, si vous êtes d'accord, je vais filmer vos toilettes. Je fais des tutos sur dans le bâtiment. Mon collègue, mais... Bon, voilà la plus belle pièce de l'appartement, hein. Le WC et le Geberit. Déjà, bon Radégout que je suis a quand même mis une plaque de finition chromée. Hein. Attention. Voilà, donc ça c'est un bâti support Geberit, d'accord. Avec une, dans mon souvenir, c'est une Jacob de Lafont, la cuvette. Et là, l'abattant, ouais, c'est ça, Jacob de Lafont. Et l'abattant, il est à re-régler parce que vous voyez, il a été déréglé. On va en profiter, on va le re-régler tout à l'heure. Là, on va vous filmer un petit peu les petits dépannages qu'on peut faire sur ce type de WC, en sachant que ce tuto, il fera donc l'affaire pour des choses comme changer la chasse d'eau, changer le robinet flotteur. Et une petite astuce, parce qu'il fallait bien une astuce, c'est comment changer la chasse d'eau sans se payer une chasse d'eau complète. Ça va vous plaire normalement. La première chose de diagnostic, c'est voilà, une eau qui frétille, qui est le signe que vous avez une fuite. Alors, parfois, quand on a une fuite d'eau sur un WC, elle peut être toute petite. Si elle est toute petite, on a parfois même du mal à la deviner, cette fuite. Pour la deviner, pour en tout cas la voir plus facilement, alors là, elle est grosse puisqu'on voit l'eau qui frétille, d'accord. Mais si par exemple c'était une petite goutte par-ci, une petite goutte par-là, ce qui est bien de faire, c'est de prendre du papier toilette comme ça et de venir simplement le poser là-dessus. Et en fait, très vite, vous allez avoir, même s'il n'y a qu'une petite goutte, vous allez avoir une idée une idée de la fuite ou pas que vous avez sur votre WC. Voilà, ça c'est la première chose. Il m'a déjà enlevé le truc. Oh, putain, mais le but c'est de montrer aux gens comment on fait. Oh là là, le boucan. Bon, alors on la remet. Bon, ouais, ça filme là. Ouais. Bon. Alors, tous les WC Geberit, ils ont comme ça une plaque. Des fois, c'est une plaque blanche, des fois elle est chromée comme là. Je sais plus s'il existe qu'une plaque, un seul bouton, ou si c'est forcément le double. Peu importe, c'est accessoire. Le principe de la plaque, c'est que pour l'enlever, la plaque, il faut prendre la plaque comme ça dans ses mains, la soulever vers le haut, parce qu'il y a deux petits ressorts sur le bas qui permettent de libérer deux tétons qui sont accrochés à l'intérieur. Donc prenez votre plaque, vous la soulevez vers le haut et ensuite vous la basculez vers l'arrière. Je soulève, je la tire vers moi, voilà, et je relâche. Et là, ma plaque, elle sort. Ok. Alors, les petits ressorts, c'est ça, regardez, parce que des fois, c'est bien de comprendre quand on cherche à démonter quelque chose. Ici et là, et les deux petits tétons qui sont ici, ils viennent en fait se clipper là dans les deux encoches qui sont ici. D'ailleurs, ça a besoin d'être un petit peu resserré. Une fois qu'on a ça, première étape, on prend ces deux petits papillons là, qui sont en fait simplement clippés. On les tire vers soi et on les sort. Un et deux papillons. Ok. Ensuite, voilà, là on a les deux boutons qui sont les deux commandes de chasse d'eau, la petite et la grande, qui vont pouvoir passer au milieu du support. Donc là, l'étape d'après, c'est de dévisser ces deux vis-là pour enlever ça ici. Voilà, Vincent il est au top, il m'a préparé le tournevis. Donc là, ici, on se met là, et là, on vient dévisser les deux vis inox pour pouvoir enlever le support de plaque. Une fois qu'on les a enlevés, on fait passer les deux petits boutons dans les trous et ça on le réserve. Ensuite, là on arrive sur ça. Alors ça c'est une plaque en général de travaux. Là elle n'a pas été enlevée, elle a été remise du moins, mais celle-là elle n'est pas obligatoirement laissée
sur le bâti support une fois qu'on a fini. On appuie sur les deux boutons qui sont ici et on vient tirer ça. Ça encore une fois c'est dans le cas où vous lavez cette plaque. Moi je la laisse mais peut-être qu'il y en a qui l'enlèvent donc pas besoin. Voilà, là maintenant on arrive sur le système. Alors ces deux pattes déjà là c'est important parce que vous voyez elles sont réglables en profondeur. C'est des pattes qui elles doivent être positionnées dans la bonne profondeur avant de visser la deuxième plaque. Et elles sont crantées avec un filetage, mais elles coulissent et en fait elles ne se bloquent qu'à partir du moment où hop, vous faites un quart de tour comme ça. En pratique au moment où vous la vissez en fait. Donc ça c'est ce qui permet d'avoir le bouton bien collé à la paroi. Si aujourd'hui vous avez un peu comme c'est le cas là, une plaque qui flotte un peu, eh bien, j'en parle vraiment du tour de la plaque, hein, pas des boutons, ça sera autre chose. Eh bien, c'est possible que ça se soit mal réglé. Donc, vous le tournez d'un quart de tour, vous le réglez en profondeur et vous le repositionnez. Et à partir de là, vous serez mieux réglé ces deux boutons. Là, il y a une donnée constructeur qui est de mémoire 3 mm en dedans du mur. Ok, parce que ce mur-là, c'est un mur de placo simple, mais il pourrait très bien être carrelé, par exemple. S'il était carrelé, eh bien, ma patte de fixation, elle serait plutôt ici. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que vous rentrez. Vous mettez une règle ou un niveau à bulle, vous restez 3 mm en dedans de la paroi verticale du mur et vous venez bloquer et là vous savez que vous êtes au bon. Ok, donc là maintenant il va falloir enlever le mécanisme qui tire la chasse d'eau pour libérer l'eau à l'intérieur du WC. Préalablement il faut déclipper le remplissage de la chasse d'eau. Le remplissage c'est ce flexible là, alors ça c'est le bouton qui permet de couper l'alimentation en eau du remplissage du WC. D'accord. Et ça, c'est le flexible qui vient rendre souple la manipulation du remplissage de WC. Donc là, il y a un clip qui vient sortir le tuyau ici de sa position. Comme je le bouge, il se met à couler un petit peu. Donc ce que je peux faire, c'est fermer le robinet ici. Comme ça, le temps de la manipulation, mon remplissage de WC, il s'arrête de couler. Une fois que j'ai fait ça, donc je mets mon remplissage sur le côté comme ça, et là cette pièce là en fait elle se soulève comme ça vers le haut et ensuite elle se tire vers moi. Voilà, cette pièce là elle sort, ok. Cette pièce là on la regarde bien pour le remontage, deux tétons ici qui viennent dans les deux trous qu'on voit là au fond, ok, et la partie avant ici là qui vient se clipper derrière le réservoir en plastique du bâti support. Ça, on le met de côté. Là, arrivé à ce stade-là, ça on va le passer. Moi, ça aussi, comme ça on est confortable. Là, on a le remplissage IVC. Okay, donc le remplissage IVC, on le sort. Le flexible il est là pour ça. C'est l'intérêt de ce flexible, c'est qu'en fait, il vous permet normalement de sortir le remplissage. Alors c'est un peu mariole, il faut trouver la bonne position pour le sortir. Voilà. Ok, donc là j'ai mon remplissage de WC. Gibérite, alors on observe hein, qu'il est évidemment plein de calcaire. Alors l'eau, là on est dans les Alpes d'Haute-Provence, l'eau est très calcaire ici. Donc c'est pas étonnant que ces remplissages aient des problèmes de temps en temps et nécessitent d'être changés. Alors, maintenant on va s'occuper de la chasse d'eau. Alors la petite fuite qu'on avait nous, vous avez compris, c'était une fuite permanente qui n'était pas un débordement du réservoir intérieur, c'était une fuite de la chasse. Donc ça veut dire que c'est la chasse d'eau qui est là, au fond de ce bac, au fond de ce réservoir, qui est en défaut. On va voir ensemble ce qu'on va faire. Là, nous, on a ouvert le WC, on est là, et globalement, on est dans un immeuble qui a 7 ans et où on est déjà intervenu sur des WC. Donc en fait, on sait qu'on va en enfilade avoir les robinets de remplissage et les chasses d'eau à reprendre. Donc on ne va pas se casser la tête, on va en profiter pour changer notre robinet flotteur. Mais dans l'absolu, on n'était pas obligé de le faire aujourd'hui. Ça va vous permettre à vous, si vous êtes dans le cas de figure où vous avez besoin de changer votre robinet flotteur, de voir comment on fait. Vous avez compris comment le sortir, maintenant on va se concentrer sur la chasse d'eau. C'est un peu plus compliqué, même si c'est pas la mort. Alors, on va regarder bien au fond du truc. Donc là, vous avez les deux tétons qui permettent de tirer et de vider la chasse. D'ailleurs, on va vider la chasse en tirant dessous, qu'il reste le moins d'eau possible à l'intérieur. Et là, derrière ces deux tiges, vous avez là, ah ben, très bien, ça se penche, donc c'est parfait. Là, vous avez deux petites pièces là qui en fait viennent se pincer comme ça pour pouvoir sortir
le mécanisme de chasse. Okay. Donc première étape, vous venez pincer sur ces deux tétines et vous tirez vers vous pour sortir ce point de fixation de la platine qui est ici. Alors il faut savoir que chez Geberit, il y a plein de modèles différents de bâtis supports qui existent, même si on a l'impression que c'est tous les mêmes, il y a plein de modèles différents. Mais c'est relativement compatible parce qu'ils ont plutôt bien fait les choses. Donc on va vous expliquer, mais en gros c'est un peu toujours le même principe, c'est-à-dire deux tétons là au fond qu'on presse l'un vers l'autre pour sortir les pattes qui sont clippées dans la platine au fond là, et ensuite on va pouvoir sortir la chasse d'eau. Très souvent, et ça c'est valable pour quasiment tous les WC, il y a un quart de tour à faire pour pouvoir sortir la chasse. Donc là j'ai fait un quart de tour vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et là j'ai ma chasse d'eau qui est dégrafée du fond de ma cuve, du fond de mon réservoir, et je vais tenter de la sortir. Bonne galère. Ouais. Alors là c'est pareil que pour le robinet flotteur, en fait il faut trouver la bonne position pour la sortir. Voilà. C'est étudié pour, évidemment, donc on trouve toujours le moyen de le faire. Voilà. Là je sors ma chasse d'eau, qu'on va bien regarder tout à l'heure ensemble. Ça c'est elle qui déconne, c'est particulièrement le fond avec ce joint là qui déconne, parce qu'en fait il est plein de calcaire, et donc l'eau, l'étanchéité est plus assurée par ce joint en caoutchouc, et donc l'eau passe sur les côtés et descend en continu dans la cuve. Et mon robinet flotteur, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sent que le niveau descend en dessous d'un certain niveau, le flotteur descend et hop, il met en route le remplissage, et ça s'arrête jamais de couler. Voilà, ça c'est le mécanisme de chasse d'eau. Et au fond, qu'est-ce qu'on a? Au fond, on a l'embase. Alors l'embase, normalement là, on n'a pas besoin de la sortir, mais on va vous la sortir pour que vous ayez tous les éléments pour faire vos dépannages vous-même. L'embase, elle est simplement emmanchée comme ça, avec une forme de joint torique qu'on a ici, là, qui lui aussi peut être sujet à fuite. Donc c'est bien, dans tous les cas, de le démonter pour le contrôler. Et à minima, si vous ne le changez pas, le nettoyer. Ok, donc là, quand on observe l'embase, on voit bien que il y a une quantité de calcaire incroyable. Par exemple, je viens un petit peu casser ça, vous voyez, ça c'est vraiment du calcaire. Donc, de la même manière que ce joint est plein de calcaire et qu'il va falloir le nettoyer, si on était dans l'idée de garder l'embase, ok, ce qui est une possibilité, c'est peut-être votre cas, il va falloir aussi aller nettoyer le fond de la cuve, parce que de la même manière qu'il y a du calcaire en grande quantité ici, il y aura du calcaire en grande quantité en fond de cuve. Je vais vous montrer comment on fait pour nettoyer le fond de la cuve, même si, il faut l'avouer, tout seul je ne peux pas tout faire. Voilà. Mais c'est là que je suis content que Vincent soit avec moi. Donc là, ça, le remplissage automatique, simplement un petit écrou à dévisser facile. C'est pas un écrou qu'on serre à la pince. Pourquoi? Parce que c'est un joint torique. Dès qu'on a un joint torique en plomberie, on ne serre pas avec une pince, ça ne sert à rien. Le joint torique, il est là, le petit joint noir. Il vient simplement s'emmancher là-dedans et ça garantit l'étanchéité. Simplement serré à la main. Donc ça permet comme ça, 7 ans après, de le desserrer sans aucune difficulté. Ensuite, ce flexible, là, on va se servir de ce flexible pour faire un petit nettoyage de la cuve. Parce que si on regarde bien, je ne sais pas si je peux ramener, mais si on regarde bien, en fait, la cuve, elle est absolument remplie de calcaire. Donc c'est l'occasion, en fait, d'ouvrir le robinet ici, de se servir de ça comme d'un jet d'eau, parce qu'il y aura de la pression. Et de venir nettoyer sa cuve. Le problème que j'ai, moi, personnellement, c'est que je n'arrive pas à passer mon bras à l'intérieur. Ah si, je vais peut-être y arriver cette fois-ci. Non, si je le passe, je pense que je ne le ressors pas. Donc, je vais pas prendre la caméra et c'est Vincent qui va aller le chercher. C'est peut-être des bijoux. Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des bijoux. Qu'est-ce que c'est? C'était du calcaire. Ah, c'est pas un petit morceau ça, hein? Non. Ok, donc parfait. Donc là, on va continuer le jet et on va à la fin venir passer la main sur la collerette intérieure qui reçoit la forme de joint torique qui est ici sur l'embase, d'accord? Pour être sûr que la surface du joint soit sur quelque chose qui soit le plus propre possible. Et à l'intérieur du trou au fond, qu'il n'y ait pas d'aspérité qui nous gêne, vas-y. Nickel. Allez.
Maintenant, on va passer, nous, sur le nettoyage de l'embase. Alors, ce joint torique, là, c'est une lèvre, hein, j'appelle ça joint torique, mais c'est une lèvre. Donc, il faut vérifier que derrière la lèvre, il n'y ait pas de petits morceaux de calcaire qui sont vraiment trop durs. Et ensuite, il faut simplement nettoyer l'extérieur. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu, parce que ça, c'est simplement un joint torique qui est emmanché dans un tuyau. Donc, une fois, s'il n'est pas rempli de calcaire, il n'y a pas de problème, ça ne fuira pas, d'accord? Là où c'est moins évident, c'est le joint de cette chasse d'eau. Là, soyons clairs, vous avez deux possibilités. Si votre chasse d'eau fuit comme la nôtre, c'est soit vous changez la chasse d'eau, vous ne vous posez pas de questions, et d'ailleurs, on va vous expliquer un petit peu ce que ça coûte et qu'est-ce qu'il faut faire, soit on va vous donner une petite astuce pour que ça reparte pour un tour. Je vous le dis tout de suite, l'astuce, c'est pas de le nettoyer, même si, évidemment, nous, par rapport à notre astuce, on va le nettoyer, l'ensemble du système de chasse, d'accord? Mais c'est pas ça l'astuce. Ce que je vais d'abord vous montrer, c'est qu'est-ce que ça coûte de changer un petit peu toutes les pièces de son Geberit, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, on sait, nous, qu'on va les changer en enfilade, ces pièces, donc on a fait une commande et on avait déjà fait quelque chose quand même, bon, 245,75 € hors taxe de chasse Geberit. Mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'appart ici, donc on va en changer plusieurs. Là, on en a pris en gros 5. Alors, le robinet flotteur Unifil bâti Geberit, il vaut 24 € hors taxe. Ça, c'est un prix professionnel chez un distributeur de plomberie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le trouver plus ou moins dans ces prix-là ailleurs, hein, mais c'est pour vous donner simplement une idée. Et le mécanisme de chasse complet, qu'est-ce qu'il coûte? Il coûte 14 € hors taxe. Donc vous voyez que c'est pas ça. Et donc le mécanisme de 212, c'est ça. C'est lui, c'est le type 212. Okay, donc lui, il coûte 14 € hors taxe. C'est pas très cher. Il faut l'avouer, mais c'est pas grave, je vais quand même vous donner une petite astuce qui permet de se dépanner encore moins cher. 14 € hors taxe, ça fait en gros, il faut compter 18 € de TTC, d'accord? Sur cette pièce-là, en fait, il y a tout qui est bon. Il y a tout qui est sale, mais globalement, il y a tout qui est bon. C'est dommage de le jeter, en fait. La seule chose qui est complètement morte, c'est ce joint-là, d'accord? Ce joint-là, c'est un joint silicone, d'accord? Mais la particularité, c'est que si vous tirez dessus, ce joint, on peut le sortir de sa gorge. D'accord. Voilà, donc là on comprend assez facilement pourquoi il était plus étanche. Ah ben, ces joints-là, si votre fournisseur il est bon, et en l'occurrence le nôtre est très bon, c'est Richardson, et si vous avez une bonne marque, en l'occurrence Geberit c'est une bonne marque, eh bien on a la possibilité d'acheter ça, c'est-à-dire un joint silicone complètement neuf pour la chasse d'eau qui nous pose problème. Et nous, dans 9 cas sur 10, on arrive à ne changer que ça. Et ça vaut, je ne me souviens plus, mais si, c'est marqué. Joint de cloche, 1,67 € hors taxe. Okay, 2 € TTC. Voilà. Ça, c'est pour les bons vieux à dégoût comme moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire là, moi, dans mon cas de figure? C'est qu'en fait, je vais même pas chercher à nettoyer ce joint parce qu'il a peut-être perdu de ses caractéristiques de souplesse, etc. Je vais mettre un joint neuf. Par contre, préalablement, je vais évidemment bien brosser cette pièce pour que ça reparte pour un tour. Alors, quand on nettoie des chasses d'eau, parfois on dit on nettoie au vinaigre. Mais en fait, au vinaigre, quand il y a une grosse épaisseur de calcaire, c'est-à-dire quand il y a même un demi-millimètre de calcaire à un endroit, il ne faut pas rêver, hein, le vinaigre il ne va pas vous dissoudre, à moins de le laisser tremper une semaine. En général, on n'a pas une semaine. Donc en fait, pour faire le nettoyage des grosses plaques de calcaire, on n'utilise pas de l'acide, on utilise de l'huile de coude et une éponge avec un gratton, ça suffit largement. Vous mettez ça dans de l'eau et puis vous grattez un peu avec vos ongles ou avec une petite spatule ou un tournevis, ça suffit à décoller l'ensemble. Et encore une fois, si vous vouliez dissoudre le calcaire avec du vinaigre, il vous faudrait trop de vinaigre d'une part et trop de temps d'autre part. Dernière chose, envoyer du vinaigre dans le réservoir d'un bâti support Geberit ou même d'un WC en général, c'est un peu c'est du pipicha quoi. Ça sert à rien en fait, la quantité qu'il faudrait injecter dans le WC pour résoudre votre problème est telle que vous allez dépenser de l'argent pour rien et ça continuera de tuer. Même si c'est vrai que le vinaigre c'est une bonne façon de nettoyer le calcaire. Voilà, là mécaniquement j'ai enlevé tout le calcaire au moins visible de la chasse. Ce qu'il vient de faire, c'est de faire tourner ça dans tous les sens pour décrocher un petit peu ce qui pourrait éventuellement être bloqué. On vérifie bien que là où on va mettre le joint silicone, que dans la gorge,
qu'il n'y ait plus de morceaux de calcaire rigide. Et là, en l'occurrence, on a l'air bon. Ok. Donc là, mise en place du joint. Ouais. Alors, sur le joint, il y a des marquages. Le marquage, c'est la marque, là en l'occurrence Geberit, et puis il y a le type, le modèle. Les marquages vers le haut, d'accord? Parce que ce qui va faire l'étanchéité, c'est le fait que la chasse d'eau pousse comme ça sur l'embase qui est ici, là, au fond. Et donc, du coup, le côté étanche, c'est le côté qui n'est pas marqué, parce que comme c'est marqué en relief, entre guillemets, on pourrait perdre l'étanchéité à cause de ça. Donc là, je mets mon joint neuf, pour bien être sûr qu'on est au fond de la gorge. Une fois qu'on l'a placé, voilà. On peut le faire tourner un peu sur lui-même. D'accord, ça va permettre d'être sûr qu'on s'est bien positionné. Voilà. Donc ce joint, qu'est-ce qui se passe? Il vient se poser en fait sur la collerette qui est là à l'intérieur et garantir l'étanchéité. Donc cette collerette là, c'est la même histoire. Si jamais elle est pleine de calcaire, eh bien, cherchez pas, vous n'allez pas arriver à garantir l'étanchéité. Geberit, c'est relativement bien fait. Là, vous avez deux petits tétons, vous poussez, vous pouvez enlever cette pièce qui est au milieu là. Voilà. Et ce qui permet d'accéder un peu plus facilement au nettoyage de l'intérieur, et avec le bout du doigt vous allez pouvoir arriver à la collerette qui reçoit le joint en silicone, donc être sûr que c'est bien propre. Les gens ils vont se dire que c'est compliqué, tu crois, en regardant la vidéo? Ça fait long, hein? Ça fait long, ouais. Bon, non mais on peut faire plus vite, hein. C'est juste que pour bien vous expliquer, je prends le temps. En vrai, il faudrait que je fasse deux formats de vidéo. Deux formats de vidéo. Ouais. Une vidéo complète comme ça, une vidéo où je mets que les... Ouais, pour être mieux référencé, parce que les gens passeraient plus de temps sur les vidéos. C'est ça le problème avec vous, c'est que vous ne regardez pas les vidéos jusqu'au bout. Quand vous ne regardez pas les vidéos jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, on est mal référencé. Si on est mal référencé, on ne sort pas. Une vidéo, elle fait 50 vues. Alors, si on faisait des vidéos toutes courtes, mais dans lesquelles il manquait plein d'infos, ah bah là, par contre, ce serait super. On aurait des millions de vues. Mais voilà, nous, notre souci, c'est de faire en sorte d'être sûr que vous avez tout compris pour le faire vous-même. Alors, soyez sympa, regardez les vidéos jusqu'au bout. Ah oui, et un autre truc, si ça vous rend service tout ça, franchement, envoyez-nous des commentaires. En fait, en réalité, bon, si vous avez des questions, vous les mettez, on vous répond. Mais en réalité, pour faire plus de vues et progresser dans YouTube, ce qui sert, c'est les likes, les abonnements et les commentaires. Donc si on vous rend service, soyez sympa, rendez-nous service, likez à mort la vidéo et envoyez des commentaires. S'il vous plaît, merci. Voilà, donc là la petite pièce elle est nettoyée, je la remets en place. Elle vient se clipper au fond, ok. Ça c'est ma chasse d'eau qui vient comme ça. Elle est simplement posée comme ça. Et là j'ai mon mécanisme qui vient faire poser le joint lèvre sur l'embase. Et tout ça, ça a été nettoyé. Donc pour moi là, il y a toutes les chances que ça ne fuit plus. Mais comme vous pouvez éventuellement être dans le cas de figure où vous allez vouloir remplacer la chasse d'eau, on va quand même vous montrer comment on remplace la chasse d'eau, même si globalement c'est plutôt facile à comprendre. Alors là on va remettre cette chasse d'eau qui est neuve, d'accord, juste pour vous montrer comment on fait pour mettre la chasse d'eau. Il y a plusieurs modèles de chasse d'eau en fait, hein, chez Geberit, plusieurs modèles de bâti support, je vous l'ai déjà dit. Donc en fait il y a des petites pièces qui viennent permettre de passer d'un modèle à l'autre, mais qui peuvent aussi être amovibles, c'est-à-dire que cette pièce-là, ce support-là, il peut être enlevé selon le bâti support que vous avez. Donc observez bien votre chasse d'eau et il y a de grandes chances que vous puissiez adapter la nouvelle à l'ancienne, même si ce n'est pas tout à fait la même référence. Là, on a l'embase. Donc l'embase, elle n'est pas pareille que la précédente. Elle a ce petit téton qui est en plus. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le téton vous permet d'aller au fond. Bon, on n'a pas besoin du téton pour aller au fond. D'ailleurs, je vais y aller avec la main plutôt pour être sûr que je suis bien au bon endroit. Mais le petit support qui est derrière permet de garantir d'avoir la bonne accroche. D'accord? Donc là, je me suis mis correctement au fond. Et là, j'ai ici une première petite pince qui vient se mettre dans le support ici, le support de mon bâti support. En fait, c'est l'adaptation des deux. Okay. Ensuite, je prends ma chasse d'eau. Là, j'ai ma deuxième pince. Et ma deuxième pince va venir se mettre dans le petit support qui est sur l'embase. Je glisse ma chasse d'eau à l'intérieur. Je trouve le bon trou. Et là, une fois que je suis bien, là je sens que je suis bien dans l'embase, je viens repincer à nouveau ici. Je passe derrière et là, ma chasse d'eau, elle est en service, enfin, elle est fonctionnelle. Là, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas installer le robinet flotteur tout de suite pour vous montrer que ça marche, parce que moi, je vais remettre ma vieille chasse d'eau sur laquelle j'ai simplement payé un joint à 1,67 € hors taxe. Donc, je remplis la chasse d'eau, non pas avec le remplissage automatique, mais simplement avec le flexible. Là, on va observer qu'on n'a plus d'eau qui coule. Ça y est, là, ma chasse d'eau, elle est à moitié remplie, donc pas de souci.
voyez qu'au fond, il y a des traces de calcaire. C'est les calcaires qu'on a fait tomber quand on a nettoyé la cuve. Je ferme mon remplissage et là, on observe qu'il n'y a pas d'eau. Ok. Et si je tire ma chasse d'eau, pas de problème, ça fonctionne. Vous voyez tout le calcaire qui tombe, c'est le calcaire qui était au fond dans le WC. Les deux chasses. Voilà. Donc ça, c'est pour le changement de la chasse. Si vous été parti pour changer la chasse, là, vous avez votre chasse qui est neuve, impeccable. On va l'enlever, on va la garder pour un prochain dépannage et on va remettre l'ancienne. Et ensuite, je vous montre le remplissage automatique. Simplement, il y a un autre truc que je vais vous montrer aussi, c'est les réglages de chasse d'eau. Ça, c'est valable pour toutes les chasses d'eau à 2 vitesses, c'est-à-dire à 2 boutons, petite et grande chasse, quelle que soit la marque, d'ailleurs, pas forcément GBL. Sur les chasses d'eau, vous avez des réglages, c'est assez bien fait. Vous voyez ici, vous avez un petit clip qui vous permet en fait de faire monter et descendre cette bague. Avec là une graduation, ça va de 1 à 6. Alors moi, je laisse toujours les trucs comme ça sort du carton, d'accord? Parce qu'on imagine que ça a été fait en conséquence. Ça, c'est par exemple le réglage de la grande chasse, ok? Et ça, ce petit capuchon, là, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pareil, on pince et puis on vient se régler. Ben ça, c'est le réglage de la seconde chasse, en fait. En l'occurrence, c'est... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, je sais plus. Il y en a une, c'est la grande, et l'autre, c'est la petite, mais je sais plus. Je vous le dirai plus tard. Ou je vous le dirai jamais, peut-être. Vous savez qu'à le chercher vous-même. Voilà, ça, c'est donc les petits réglages pour permettre de régler les débits. Okay, donc là, j'enlève cette chasse d'eau. Ok, donc là, mon embase, tout nettoyé, nickel. Pareil, je viens la mettre au fond, je cherche le trou. Ça y est, il y en a certains qui rigolent. Là, je viens remettre ma chasse d'eau. C'est un bouton rotatif ici. Et là, ici, 4 litres 5, 6 litres, 7 litres 5. Donc là, c'est le réglage de la grande chasse. Et ça, c'est le réglage de la petite. Ok. Donc là, mon embase, elle est correctement mise. Je prends ma chasse d'eau, je viens la remettre dedans. Là, je refais mon opération de pincement des 2 petits tétons au bout et je viens me clipper au fond dans la patine. Je mets ma chasse d'eau bien droite par rapport au truc. Je me souviens plus si c'est dans le sens ou dans l'autre. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre en route en remontant tout, et y compris le robinet flotteur. Je remplis un petit peu ma chasse d'eau pour qu'on vérifie qu'on n'ait pas de fuite. Voilà, un petit canard. 1,60 €. 1,62 € hors taxe. Ça va, c'est raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un robinet flotteur, donc on a dit que ça coûtait 24 € hors taxe. L'avantage là chez GBerit, c'est que c'est ultra simple. Hein. On vient, on a un joint torique. Là, au milieu, on a le trou qui correspond parfaitement au joint torique. On vient se mettre ici. On fait rentrer doucement le joint torique dans le tuyau. Voilà, et puis à partir de là, on visse. Vous vous souvenez, pas besoin d'une pince pour serrer ça. Donc là, pareil, on vient reglisser, comme on l'a démonté. Hein. On va trouver une position pour arriver à remettre le robinet flotteur en place. Voilà, c'est à peu près comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici, je refais mon petite opération. Donc les 2 bascules dans les 2 trous bleus et les 2 trous blancs au fond dans les 2 trous blancs. Là, mes bascules, je les ai zappées, donc je viens les remettre. En priorité, on met les 2 bascules dans les trous. Voilà, et ensuite on va chercher les 2 tétons au fond. Ok, là je suis bien comme il faut. Et là ici, donc j'ai ce petit circlips là, qui est un circlips qui permet à la chasse d'eau de se mettre dans la bonne position. Donc là on va venir ici et là, hop, on va clipper ça comme ça. Il repasse là-dessous. Et là, ok, on est bon. Si j'appuie sur mes boutons, ça va remplir. Je peux tout de suite réouvrir le robinet flotteur ici, qui va me permettre de pouvoir constater que mon remplissage s'arrête. Donc là, mon robinet flotteur s'est bien arrêté, pas de problème. Alors la suite, c'est les 2 tétines latérales, d'accord? 1 et 2. Donc 3 mm en dedans par rapport au placo. Hop, et là, comme ça, 3 mm en dedans, et là, hop, un quart de tour. Ici, 3 mm en dedans, hop, un quart de tour. Ensuite, cette pièce-là. Ok, donc celle-là, elle vient là, les 2 tétines ici passent là, et la plaque, elle vient se mettre ici, devant les vis, et là, on vient resserrer les vis. Ok, là voilà, la plaque est bien adhérente au placo. Ok, ensuite les 2 papillons. Donc les 2 papillons, c'est comme ça, vers le bas, et là on vient clipper dans l'embase. 1 et 2. Voilà.
Et ensuite le bouton. Alors là maintenant je vais vous expliquer un dernier truc. Alors, vous avez vu que j'ai pas remis la plaque de chantier, on n'a pas besoin. Je vais vous expliquer un deuxième truc, c'est ces boutons là, d'accord? L'idée c'est que quand on appuie sur le bouton, on sent bien que quand on appuie, il y a un moment où c'est souple et ensuite tac, on vient commencer à appuyer sur ça qui va actionner la chasse d'eau, d'accord? Ce qu'il faut, c'est il faut toujours avoir un petit jeu entre ce petit bouton là et le téton qui est là. Donc là, logiquement, c'est bien réglé, mais on va vérifier si c'est pas bien réglé, on va le re-régler. L'idée, c'est que le jeu, il se règle comment? Il se règle en faisant tourner ça. Ça, en fait, c'est une vis en plastique, mais c'est une vis. Quand vous la dévissez, elle revient. Quand vous la vissez, elle avance. Voilà. Donc, si quand vous avez mis votre plaque, vous sentez que vous avez zéro jeu entre le bouton et le petit téton qui est derrière, eh bien, c'est pas bon. Ça peut avoir tendance à terme à créer une fuite. Donc, vous gardez ce petit jeu-là. On va le vérifier. Donc là, je me remets dans les deux ressorts qui sont en bas. Bien passer sous les ressorts. Une fois que je passe sous les ressorts, je soulève les deux ressorts et je viens clipper le haut. Voilà. Et là, et ce petit jeu là, il est indispensable pour être sûr de ne pas en permanence appuyer sur les tétons. Parce que si vous appuyez en permanence sur les tétons et un tout petit peu, c'est aussi ça qui peut expliquer que vous avez une fuite d'eau. D'accord? Là, grosse chasse et là, petite chasse. On est bon, il y a tout qui fonctionne. Allez, tamponnier là, réglage de l'abattant. Regardez, l'abattant il a été sûrement par un locataire nettoyé, donc démonté, nettoyé, remis. Il n'a pas été remis correctement. Il n'est pas adapté à la cuvette qui est dessous. Alors, s'il n'est pas adapté à la cuvette qui est dessous, ça veut dire que ces deux tétons-là ne sont pas dans le bon sens. Là, ils sont orientés vers l'arrière. En réalité, ils doivent être orientés vers l'avant. Donc, je vais dévisser dessous. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'erreur, elle est ici. Celui-là, il vient là, comme ça. Et celui-là, il vient là, comme ça. Maintenant qu'on l'a remis comme il faut, hop, on vient se positionner là, comme ça. Les tétines bien enfoncées à fond. Et là, on vient remettre l'empilement. Maintenant, on vérifie. C'est mieux. Voilà, avant de serrer complètement le truc, on le pose, on vérifie bien qu'on est dans l'axe. Voilà, c'est bon, je suis dans l'axe. Et à ce moment-là, on peut serrer, il n'y a pas de problème. Voilà les petits canards, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a rendu service. Si ça vous a rendu service, vous savez ce que vous devez faire. Nous mettre des petits pouces, vous abonner et commenter la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous avez été courageux, je vous félicite. Bon bricolage, bonne chance avec vos essais Geberit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos plomberie. Bye bye.